Bonjour. On m'a dit que je devais faire une conférence devant des étudiants. Donc, on m'a dit, fais attention, ne fais pas des choses trop compliquées. Ils sont pas tous très très forts. Donc, je vais commencer par des choses assez simples. Est-ce que c'est dans vos cordes pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est capable de reconnaître dans ces 5 images quel animal n'est pas un mouton? Je vous évite l'affront de vous avoir donné des boîtiers à tous pour vous permettre de voter. Mais imaginons que vous l'aviez fait, eh ben, vous aurez sûrement, à part ceux qui veulent bien faire une blague, voté le cheval en majorité. Maintenant, je vais vous poser une question un petit peu plus difficile. Mais là, ça rigole moins d'un coup. Hein. Faites moins les malins. Hein. Ok, on ne va pas rester au même niveau quand même pendant toute la conférence. Alors là, maintenant, c'est lequel? Je vous écoute. Ah, le D, ouais, parce qu'il a une sale tête. Ça, c'est directement un délit de faciès. Alors, en fait, la réponse, elle est pas celle qu'on croit au début, parce que quand j'ai fait voter aux gens, ils votaient comme vous, le D, quoi. Et en fait, la vraie réponse... Oh là là, j'ai été trop vite. J'ai sauté un slide, je crois. Ah ben, je vois pas la réponse. La vraie réponse, c'est le C. Le C, c'est un mouton néo-zélandais. Alors, je vais vous rassurer un peu. J'ai posé cette question à des amis vétérinaires. Ils ne savaient pas répondre non plus. Donc, pourtant, c'est leur métier de savoir reconnaître des moutons, d'autres animaux. Donc, ils savaient répondre à la première question, à peu près bien. Mais celle-là, non. Pourquoi je vous parle de ça? En fait, est-ce que vous êtes capable d'expliquer maintenant quel a été le mécanisme dans votre tête qui vous a permis de reconnaître qu'un mouton était un mouton et n'était pas un cheval? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer toutes les actions qui se sont passées dans votre cerveau qui vous permettent de dire « Ok, ça c'est un cheval ». La taille, la couleur, la forme du poil, la taille du museau, etc. etc. Pourquoi là vous n'y arrivez pas? Parce que pour vous, depuis que vous êtes petit, on vous a appris que tout ça, c'était des moutons. Vous le reconnaissez à peu près, c'est un mouton, ou on vous montre une photo de cela, on vous dit que c'est un mouton. D'avoir la finesse, la granularité de distinction entre le mouton B et le mouton C, il faut avoir énormément de données. Il faut savoir pouvoir distinguer des choses de manière très très fine. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça que essayent aujourd'hui de reproduire les machines dans ce qu'on appelle quelque chose qui s'appelle le machine learning. Donc c'est des mots que vous avez dû entendre, en tout cas que vous entendez quand on vous parle de big data, on vous parle d'apprentissage, on vous parle de machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est essayer de reproduire le comportement de votre cerveau quand il veut apprendre des choses. Et comment ça se passe quand il veut apprendre des choses? Comment ça se passe quand il veut distinguer deux choses qui sont clairement ressemblantes? Parce que distinguer un mouton d'un cheval, c'est simple. Distinguer un mouton européen d'un mouton néo-zélandais, c'est pas simple. Alors le machine learning, c'est une discipline qui a 50 ans. Il y a plein d'applications en théorie des jeux, en fraude, ça a 50 ans. Et c'est redevenu à la mode ces 10 dernières années. Pourquoi? Parce que le big data a permis de le remettre à la mode. Parce que grâce au big data, on est capable de distinguer des choses très fines. Grâce à l'avènement d'énormément de données, grâce au traitement possible d'énormément de données, on est capable de distinguer des choses très fines. Si je mets dans une salle, ici on doit être 200 personnes, si je mets dans une salle 200 personnes, je suis capable de distinguer les hommes des femmes. Mais je ne suis pas capable de distinguer les gens de 23 ans que des gens de 26 ans. J'en sais rien. Pour pouvoir distinguer ce niveau de finesse, j'ai besoin pas de 200 personnes, mais 2 millions de personnes ou 200 millions de personnes qui vont me permettre de dire en fait, le vieillissement de la peau, le vieillissement des dents, ça me permet de savoir à quel âge précis vous avez. Donc, pour pouvoir distinguer finement les choses, j'ai besoin d'énormément de données. Donc, pour pouvoir faire du machine learning efficace et distinguer des choses qui sont proches, j'ai besoin d'énormément de données et j'ai besoin de pouvoir les traiter. Et c'est pour ça que le big data, il sert à reproduire, il sert à aider l'apprentissage. Donc ça, c'était mon message introductif. Mon but, c'est d'essayer en 2 slides de vous expliquer comment ça fonctionne à la fois l'apprentissage et à la fois le big data. Donc c'est un grand enjeu, mais vous allez être concentrés, je vais essayer de faire des choses simples, et vous avez le droit de m'interrompre si ce n'est pas clair.
comment fonctionne un algorithme d'apprentissage en général. Donc comment un ordinateur reproduit le cerveau humain, c'est quoi son mécanisme. D'abord, il prend des données, beaucoup de données. Donc 1 million de photos d'animaux. Ça, c'est mes données, je les ai là. Première étape, j'en prends 200 000 sur ces 1 million, je les mets dans ma poche pour plus tard. Je vous expliquerai à quoi elles me serviront. Une fois que je fais ça, je choisis un modèle. Donc je ne vais pas insister sur ce point-là, mais je choisis un modèle qui va me permettre de reconnaître un mouton, un cheval, un âne, une brebis, etc. etc. Et j'entraîne mon ordinateur. Comment j'entraîne mon ordinateur? Je lui dis, regarde cette photo, c'est un mouton. Regarde cette photo, c'est un cheval. Regarde cette photo, etc. etc. Sur les 800 000 photos qui restent. Et puis, je lui dis, OK, dans un animal, il y a des caractéristiques. Il y a la taille des pattes, il y a la forme des oreilles, il y a la couleur de la peau, etc., etc., etc. Et je lui dis quelles sont les caractéristiques importantes. C'est cette étape qui s'appelle Feature Selection. Je lui dis, voilà, ça c'est les caractéristiques que je pense qui vont être importantes pour distinguer, et ça c'est les caractéristiques qu'on met de côté. Et puis, il me sort un modèle, il me dit, OK, il me sort une formule qui me dit, OK, si cette formule, elle vaut moins que 0,8, ben c'est un mouton, si cette formule, elle vaut plus que 0,8, c'est pas un mouton. Et là, je ressors mes 200 000 que j'avais mis dans la poche, et je vérifie cette formule sur les 200 000. Et je continue à améliorer le modèle, c'est un cycle, donc je continue à améliorer, à affiner. Donc ça, c'est comment marche de manière haut niveau un algorithme d'apprentissage quel qu'il soit. Deuxième slide, si j'arrive à faire les deux. Deuxième slide, c'est qu'est-ce que c'est le big data? On a un slide. Alors, le big data, il y a plein de définitions, vous allez en entendre partout, 3V, 4V, le volume, la vitesse, etc. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est un petit slide scientifique de comment marche l'algorithme qui est derrière le big data et qui s'appelle MapReduce, qui a été inventé conjointement il y a une dizaine d'années par Google et Yahoo. Donc comment ça marche? Imaginez que vous avez une bibliothèque avec plein de livres et vous voulez compter le nombre d'occurrences des mots-clés dans les livres. Donc vous voulez savoir combien de fois dans chacun des livres que vous avez apparaissent les mots qui sont là. Donc qu'est-ce que vous faites? Première étape, eh bien voilà, j'ai plein de gens ici qui sont capables de lire les livres. Et à chacun d'entre vous, je vais vous donner un paquet de livres. Donc je vous donne un paquet de livres, je vous donne un paquet de livres, je vous donne un paquet de livres. Donc je distribue les livres, et chacun dans son coin va faire ce boulot. Donc il va compter, il va mettre des petits bâtons à chaque fois qu'il voit les mots-clés. Ça, c'est la partie qui s'appelle map. Une fois qu'on a fini cette partie, je vous change de rôle, et à chacun, je vous donne un mot. Je vous dis, vous devez vous occuper des moutons, vous des chèvres, vous des chevaux. Et chacun envoie les informations à la machine qui doit s'occuper du mot en question. Et donc j'envoie mes informations à chacune des machines, et ensuite, je fais la somme, et j'ai le comptage de mots-clés. Donc ça c'est archi simple, c'est pas tout le temps aussi simple, c'est parfois compliqué. Par exemple là, je vous ai fait la somme, c'est simple, mais si je vous demande de faire la médiane, j'ai une série de chiffres, je dois faire la médiane, ça ne marche pas aussi clairement, parce que la médiane de la médiane, c'est pas forcément la médiane. Alors que la somme de la somme, tout marche bien. Si je vous ai perdu, il faut faire genre des grands signes ou quelque chose comme ça pour être sûr que... Ok, donc ça, c'est le boulot des data scientists, c'est d'essayer de faire des algorithmes qui permettent de distribuer à tout le monde ces calculs et ensuite de récupérer les résultats de manière plus efficace. Donc, à quoi ça sert tout ça? Parce que compter les moutons, c'est un acte qui ne sert à rien, mais aujourd'hui, reconnaître, c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos boulots. Reconnaître un client, reconnaître un futur acheteur, reconnaître un early adopter. Si j'ai une start-up, je veux être capable de savoir si je dois faire mon produit pour cette personne ou pour cette personne. Catégoriser les gens. Ou bien même prédire. Prédire un fraudeur, prédire une panne, prédire un futur client mécontent qui va partir. Tous ces sujets-là révèlent d'un grand mot qui s'appelle la reconnaissance et qui s'appelle l'apprentissage. C'est pour ça que c'est un sujet essentiel. Savoir catégoriser les gens qui vont m'acheter, savoir catégoriser les choses qui sont des fraudes, savoir catégoriser les éléments qui vont amener à une panne, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. J'ai un dernier slide
pour vous présenter tous les cas d'usage possibles de l'apprentissage et donc du big data qui sont derrière l'apprentissage. Donc là, si vous êtes intéressé par un de ces sujets, ok. Dans l'industrie, on fait beaucoup de maintenance préventive. Dans les médias, on fait de la personnalisation de programmes. Si vous êtes abonné à Canal+, il y a une offre qui s'appelle Eureka, je crois, et qui vous permet d'adapter vos programmes à ce que vous avez l'habitude de voir. Donc il apprend de ce que vous voyez. Dans des télécoms, on fait de la réduction de churn, c'est-à-dire les gens qui risquent de changer de prestataire téléphonique, et on essaye de les identifier le plus tôt possible pour adapter leur offre à ce qu'on fait. Donc ça, c'est tous les cas d'usage possibles pour l'apprentissage. Et pour illustrer tout ça, je vais laisser la parole à Lorraine. Lorraine, c'est l'assassin de Dr House. Donc soyez indulgents avec elle parce qu'elle est un peu timide. Donc c'est elle qui va vous raconter un petit peu un cas d'usage plus précis. Alors, bonjour. Donc moi, effectivement, je ne vais pas vous parler de moutons, mais je vais vous parler d'un cas concret autour de la médecine connectée. Donc Atel, c'est un de nos clients qui a créé un dispositif médical connecté, donc connecté au t-shirt et au soutien-gorge. Donc voilà. Hop. Donc concrètement, c'est quoi le principe d'Atel? C'est d'analyser les électrocardiogrammes. Donc l'électrocardiogramme, c'est quoi? C'est le signal, la représentation en fait du rythme cardiaque de chacun de nous. Et c'est vraiment le Graal pour les cardiologues de pouvoir l'analyser en temps réel parce que ça permet de détecter pas mal de maladies. Donc voilà, donc là par exemple, on peut observer un électrocardiogramme normal en haut et un électrocardiogramme qui fait preuve d'une arythmie, qui est une fibrillation auriculaire. Bon, je ne connaissais pas ça avant, mais je connais maintenant. Donc c'est quoi le principe vraiment concrètement de Atels? Atels a mis en place 2 brevets. Un brevet d'abord autour du capteur qui est intégré donc au t-shirt ou au soutien-gorge en fonction des usages et du sexe de la personne forcément, et qui est vraiment intégré dans le tissu, qui est lavable, qui est étirable et voilà, qui peut se porter vraiment tous les jours, qui doit vraiment être proche du cœur pour pouvoir capter en fait au mieux le signal du rythme du cœur. C'est aussi un autre brevet, un brevet basé sur la data science, donc un brevet qu'on a mis en place, qui est en fait l'analyse de ce signal, de cette série temporelle en fait du rythme cardiaque, et qui permet de détecter justement ces arythmies, ces petits problèmes, et de déceler au plus tôt des problèmes de santé. Concrètement, comment ça marche? Donc la personne qui a son t-shirt ou son soutien-gorge connecté le porte toute la journée et régulièrement, il récolte en fait les données qui vont passer en fait, qui vont être envoyées à travers le téléphone portable de la personne à un serveur, à une plateforme qu'on a mis en place, qui a donc l'algorithme d'analyse de data science qui permet de détecter justement les problèmes d'arythmie et qui analyse en temps réel en fait, les signaux récoltés. Qu'est-ce qui se passe? Dès que l'algorithme détecte un petit problème, il l'envoie à un vrai médecin qui là va qualifier en fait, est-ce que c'est vraiment une urgence, est-ce que c'est pas une urgence, voilà. Et en fait, ce que le médecin va détecter va être directement renvoyé à la plateforme pour améliorer en continu l'algorithme, donc selon les principes qu'a définis Stéphane auparavant. Et en cas de problème, on envoie directement un SMS en temps réel à la personne avec une action, aller à l'hôpital ou autre, selon le cas, et un envoi d'un message à son médecin traitant pour garder le suivi du patient. Donc, à quoi ça sert concrètement et en quoi c'est une révolution, ce dispositif? C'est que ça permet de détecter en amont des maladies qui sont asymptomatiques. Par exemple, la mort subite du nourrisson, un AVC ou un infarctus, c'est des choses qu'on ne peut pas détecter, qui n'ont pas vraiment de symptômes, qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas voir.
Et du coup, grâce à ce dispositif et à cet objet connecté, on peut les détecter en amont et donc les traiter. Donc voilà, c'est une nouvelle ère pour les médecins. Et pourquoi Stéphane me disait que j'avais tué Dr House? C'est que maintenant, les médecins ne vont plus être dans le diagnostic, vraiment, ils vont être en aval. Une fois que un algorithme, un dispositif de ce genre va pouvoir détecter certains symptômes non visibles et non observables, le médecin va être plus dans la guérison du patient. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie de Stéphane ou sur la mienne. Oui. Bonjour. Ça va ? J'ai une question par rapport à ce dispositif. Comment l'analyse va savoir si l'utilisateur est en train de faire si par exemple moi je suis en train de faire du sport, donc mon rythme cardiaque va augmenter, comment il va savoir que c'est normal et pas quelque chose de... C'est justement ça l'objectif de l'apprentissage, c'est ce que j'expliquais. Il est capable de reconnaître un mouton néo-zélandais d'un mouton européen. Donc faire du sport, c'est pas faire un infarctus. Ça a des distinguos dans la série temporelle n'est pas du tout la même. Et donc on va reconnaître, on va dire ça c'est qualifié dans le faisons du sport, et là c'est qualifié dans attention il a la grippe, et là c'est qualifié dans un infarctus, et là c'est qualifié dans l'arythmie. Donc on est capable de reconnaître dans la série temporelle parce que on a des millions et des millions et des millions de données d'historique qui nous ont permis d'apprendre ces distinguos. Et on continue à apprendre avec le temps. C'est pour ça qu'on a gardé une plateforme de médecins réels qui nous rapporte des faux positifs ou des faux négatifs qui pourraient sortir de la plateforme. Et on a travaillé en amont avec des médecins justement pour qualifier les différents types de signal, qui nous permettent de dire ça c'est une course, ça c'est pas une course, etc. Une question là. Ah, allez-y. Oui, alors bonjour, c'était une question par rapport aux données. Qu'est-ce que vous faites des données? Est-ce que vous les donnez juste aux médecins ou est-ce que vous les revendez à... Non, mais par exemple à des assurances ou des choses comme ça ou... Non, les données sont dans des... D'abord, elles sont, quand elles arrivent dans la plateforme médicale, elles sont complètement anonymisées. Elles sont dans des serveurs agréés santé. C'est des sujets quand même qui sont compliqués. Donc non, les données, elles ne nous appartiennent pas. On n'a pas le droit de les toucher. Mais les assureurs, c'est une autre question. Après, on est en lien avec des assurances pour financer ce dispositif-là et pour qu'il puisse être remboursé. Mais ça n'a rien à voir avec les données. Bonjour, vous parlez de temps réel. Je souhaite savoir comment ça se passe au niveau des serveurs qui recueillent ces données d'un temps réel. Est-ce que vous avez des laps de temps? Est-ce que vous avez défini le temps réel exactement? C'est des flux continus? C'est des flux continus. Flux continus, il y a un traitement automatique? Oui, c'est des flux continus avec un traitement automatique. C'est pas continu. En minutes. Non, alors si on peut parler de technique, oui, c'est du Spark Streaming qui récupère les choses qui sont derrière. C'est des flux continus. C'est du streaming, quoi. Ok. Dans combien de temps ce dispositif sera officialisé, commercialisé, sera mis en place pour tout le monde, dans les hôpitaux, chez un médecin ou quoi que ce soit? Alors, avant la fin de l'année, il y aura des centaines de prototypes qui vont être mis en place avec la plateforme qui fonctionne. Donc ça, c'est avant la fin de l'année. Après, commercialiser grand public à ce niveau-là, c'est plutôt 2017. D'accord. Et mis à part les phases de test, etc., est-ce que c'est déjà utilisé au quotidien chez certaines personnes qui ont des cas d'arythmie ou quoi que ce soit? Non, pour l'instant, c'est en test. D'accord. Mais c'est assez impressionnant. La dernière fois qu'on a parlé de ça, on était avec le médecin qui a fondé cette société. Il parlait devant une communauté de médecins, les mecs ne le croyaient pas, mais il avait le t-shirt sur lui, il levait un bras, on voyait dans le rythme que ça changeait au moment où il lève le bras, quoi. Et ça marche à 100%? Ça marche à 100% si votre t-shirt est bien... C'est des t-shirts qui sont un peu moulants. C'est mieux pour une femme parce que le soutien-gorge, c'est bien collé à la peau. Si le t-shirt il est près de la peau et qu'on arrive à prendre l'électrocardiogramme. Je vous remercie. Une question devant là et une question au fond là-bas. Question.
pile au milieu. Bonjour. Je voudrais savoir, c'est un bien beau projet, mais est-ce que n'importe qui pourra se le fournir pour un prix pas trop élevé? Les prix, c'est par t-shirt. Le prix qu'on est en train de fixer, c'est entre 100 ou 200 euros par t-shirt. Et il y a un abonnement à la plateforme de quelques dizaines d'euros. Et le business model derrière tout ça, ça serait quand même que ça soit remboursé par l'assurance, ce genre de choses. Mais ça, on ne sait pas quand ce sera. C'est abordable. L'idée, c'est d'en acheter 2-3 des t-shirts parce qu'il faut quand même les laver. Et voilà. Et ça se recharge sur des cintres. Français. C'est un projet français. C'est French Tech. Ils sont à Aix-en-Provence. Nous, ils sont venus nous voir. Ils avaient déjà le brevet tissé. Nous, on est venus pour la partie technologique. Donc on a financé avec eux la partie technologique, mais le brevet de l'électrode tissée dans le tissu, ils l'avaient déjà depuis longtemps. C'était déjà des chercheurs. Bonjour. Donc vous avez parlé du rechargement. Donc ça se passe comment pour la batterie, les choses comme ça? Parce que vu que c'est un composant, forcément on doit l'alimenter. Alors l'électrode d'abord, c'est quelque chose de passif. Donc c'est passif, donc il n'y a pas besoin de le charger en continu. Après, ça se recharge sur un cintre. Le seul élément qu'on a besoin, la seule batterie dont on a besoin, c'est pour envoyer les infos de l'électrode vers le téléphone portable et vers la plateforme. Et donc cette batterie, c'est une sorte de... j'ai pas une photo là, mais c'est une sorte de petite... la taille d'une pièce de monnaie qui se met en bas du t-shirt et qui est à l'intérieur du t-shirt. D'accord, merci. Bonjour. Du coup, vous parlez du big data et combien de personnes travaillent sur ce projet et combien de personnes sont maintenant affiliées à encore travailler dessus, donc comme il est en phase finale, j'ai l'impression là. Alors, il y a beaucoup de gens différents parce qu'il y a une appli mobile, il y a une plateforme, il y a des architectes, il y a des gens qui font la connexion entre l'objet connecté et la plateforme, et il y a le data scientist qui fait le calcul, juste la partie data science de la plateforme qui est de prédire et de reconnaître les électrocardiogrammes pathologiques des électrocardiogrammes non pathologiques. Donc là, il y avait un data scientist, il n'y en a pas besoin de 40 là-dessus. Après, il y a une équipe entière qui travaille sur la communication, la plateforme, l'architecture, etc. Et à terme, il n'y aura qu'une seule personne qui fera le suivi ou sur la partie data science? Tout à fait, oui. Oui. D'accord, merci. Sans micro alors, parce que là, c'est impossible de vous le passer. C'est elle qui l'a dit. Non. Non, alors, il y a deux parties dans la partie data science. Il y a la partie d'avant, c'est l'apprentissage. Donc, pour apprendre, il faut d'abord qu'il y ait un sachant qui lui dise ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça. Il y a le médecin qui est là. Une fois qu'il a fait ça, la machine, elle est capable de reconnaître et de distinguer sans qu'il ait besoin de revenir et de regarder les choses. Donc il y a la partie d'apprentissage et après quand ça tourne tout seul, ça tourne tout seul. Mais on a toujours besoin d'un sachant au démarrage de la phase d'apprentissage. On a quand même un peu de temps avant que les médecins disparaissent. C'est mon avis. Donc on imagine, on est en 2030, ça marche très bien, on a 70 millions de personnes qui utilisent votre produit. Est-ce que vous avez une idée en termes de données, de stockage de données, ce qui voilà, niveau infrastructure, ce que ça va nécessiter? C'est pas le stockage qui pose problème. C'est le traitement qui pose problème plus que le stockage. Le stockage, on a maintenant des capacités complètement infinies de stockage. Et à part ça, on n'est pas obligé de les garder. Ça s'en va. C'est plutôt les tuyaux qui vont être problématiques plus que les stockages. Donc il va falloir adapter tout ça à des tuyaux et à mettre ça dans le cloud de manière intelligente pour que les tuyaux puissent porter l'information. Mais le stockage, on n'est pas obligé de les garder. On garde les pathologiques pour continuer à apprendre, mais pas les autres. J'ai une question, moi je suis là-haut. Ouais. Donc en fait, c'est un système qui nous rend totalement dépendants d'un réseau, qui soit mobile ou Wi-Fi.
C'est-à-dire si on est en pleine mer ou dans la montagne ou un endroit qui capte pas, le système est totalement useless. Ok, j'ai une réponse. Si vous êtes en pleine mer ou dans la montagne demain, vous faites comment? Oui, c'est sûr, il y a des balises qui peuvent fonctionner aussi. Ouais. C'est un Il y aura truc peut-être supplémentaire. moyen d'améliorer et d'aller sur d'autres réseaux, peut-être avec des réseaux d'objets connectés ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, clairement, on fait step by step, quoi. La dernière, je crois. Il y avait quelqu'un, voilà, une dame juste là. Ok, ça c'est aussi un des exercices des data scientists parce qu'il faut, dans les séries temporelles, on doit être capable de distinguer une somme de deux symptômes. Ouais, c'est un exercice difficile, mais c'est ce qu'on essaye, et c'est pour ça qu'on a gardé la plateforme de médecins derrière, c'est qu'on essaye d'améliorer les faux négatifs et les faux positifs qui pourraient venir de ce que vous racontez. Bah, clairement. Aujourd'hui, je pense qu'on remonte plus de cas où on a des doutes que de cas réels détectés, pour justement se dire, voilà, on ne veut pas détecter de faux, d'avoir des faux négatifs, quoi. Le data scientist, il a des moyens de jouer sur les paramètres de son algorithme en disant je veux plus de faux positifs ou je veux plus de faux négatifs. Et là, c'est clairement, on préfère avoir des faux positifs que des faux négatifs. Donc c'est clair là-dessus. Merci à tous. Merci beaucoup.